La meilleure thèse interdisciplinaire parmi toutes celles soumises aux différents jurys du prix PSL est cette année celle d'Inès Pacta. La thèse s'intitule « L'activité verrière en France du 8e au 11e siècle, résilience et mutation d'une production artisanale ». Cette thèse a été rédigée sous la direction de François Favory, puis de Philippe Barral, tous les deux professeurs à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, et la codirection de Danielle Foy, directrice de recherche au CNRS. Alors le sujet est en apparence austère, hein, l'archéologie du verre en France pendant 4 siècles du Haut Moyen-Âge. Mais sur un sujet en apparence austère, nous avons été frappés par la problématique au fond très contemporaine de la thèse d'Inès Pacta, qui met en œuvre une recherche véritablement interdisciplinaire pour aboutir à des résultats passionnants. Alors pour s'en convaincre, il faut commencer par expliquer pourquoi c'est justement passionnant de s'intéresser à l'activité verrière de cette époque, ce que Inès Pacta fait très très bien dans sa thèse. Sa problématique est centrée sur l'analyse des conséquences d'une crise causée par la disparition du système d'approvisionnement hautement intégré, hautement interdépendant entre les différentes parties du monde romain. Et puis la résilience occidentale qui se tourne vers de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes pour reconstituer un nouveau système de production. En gros, jusqu'au 7e siècle, le verre brut était produit essentiellement au Levant et en Égypte à partir de matériaux localement disponibles, puis traité dans des ateliers secondaires dans tout le monde romain. Mais avec la conquête musulmane et donc l'arrêt de cet approvisionnement, l'Occident a dû adopter peu à peu une autre technique à partir de matériaux bruts disponibles sur place, et d'abord de verre recyclé. L'objet principal de la thèse d'Inès Pacta, c'est l'étude de cette transformation. D'où le fait qu'elle s'intéresse tout autant aux conditions de l'activité minière en Orient, qu'à l'évolution de l'artisanat, qu'à l'évolution des goûts, et enfin à l'évolution de la consommation en Occident et sur le territoire qu'elle étudie. Alors je veux dire aussi un mot de l'interdisciplinarité qui caractérise cette thèse. Bien sûr, toute thèse d'archéologie est en un sens, par nature, interdisciplinaire. Mais la thèse d'Inès Pacta, elle est au fond intensément interdisciplinaire en ce qu'elle associe archéologie, histoire et sciences naturelles. Et la thèse a d'ailleurs été préparée au sein de 3 laboratoires. Alors Inès Pacta a su mettre ces 3 disciplines au service de son projet en les faisant dialoguer constamment et de façon innovante. Pour mener à bien son projet, elle a développé une approche archéologique, archéométrique et technique vraiment novatrice qui associe l'étude de la fabrication du matériau du verre et celle de sa composition chimique. C'est ce qui lui a permis, à partir de l'identification de l'origine et de la nature des matières premières utilisées, de caractériser la production, la diffusion et la consommation du verre. Alors, cette interdisciplinarité intense, comme je l'appelle, explique au fond l'aspect monumental de ce travail, qui comprend 3 volumes, alors un texte de synthèse excellemment écrit qui met en avant les résultats, un catalogue des objets étudiés qui détaille un corpus de 1700 objets soumis à une étude typochronologique, et puis un 3e volume d'illustration de l'analyse archéométrique, sans oublier bien sûr le CD-ROM des analyses chimiques. Alors on voit qu'il n'est pas étonnant que la thèse apparaisse déjà dans les rapports et les lettres qui l'accompagnent comme un ouvrage de référence dans le domaine de l'archéologie du verre en France, où elle vient combler une lacune importante. Je veux terminer cette trop rapide présentation du travail d'Inès Pacta en lui adressant mes plus chaleureuses félicitations et celles évidemment de l'ensemble de mes collègues présidentes de jury qui constituent avec moi le jury du prix interdisciplinaire, ainsi que les félicitations de tous les membres du jury Humanité que je présidais. Nous sommes toutes et tous certains que cette magnifique thèse n'est pas seulement le résultat d'un immense travail de 8 ans, mais le point de départ d'une très belle carrière d'archéologue. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de vous présenter mon travail de thèse en archéologie et honorée que celui-ci ait été récompensé par le prix de thèse interdisciplinaire. Je tiens donc avant toute chose à remercier les membres du jury et le président du jury Humanité, Dimitri Elmour.
Ma thèse a été soutenue en septembre dernier à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et hébergée par la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement Claude-Nicolas Ledoux, ainsi que par le laboratoire Chrono-Environnement à Besançon. Elle a également bénéficié du soutien de l'Institut de recherche sur les archéomatériaux pour le volet archéométrique. Et ce travail de doctorat s'est intéressé à la transition entre deux systèmes de production du verre qui a eu lieu au cours de la seconde moitié du Moyen-Âge. Le modèle hérité de l'Antiquité reposait sur la fabrication de verre à partir d'un mélange de sable et de natron, un minéral sodique destiné à abaisser la température de fusion de la silice. Le verre brut était produit dans des ateliers primaires installés au Proche-Orient, puis exporté vers des officines secondaires chargées de la mise en forme des objets. À partir de la seconde moitié du 8e siècle, un nouveau procédé est adopté en Europe occidentale, marquant le début de la production du verre dans cette région du monde. Cette recette, qui s'imposera ensuite tout au long du Moyen-Âge, utilise la potasse et la chaux extraites des cendres de plantes forestières. Mon travail de thèse consistait donc à comprendre cette époque charnière de l'histoire de l'artisanat du verre. Une étude du mobilier archéologique issue de plus d'une centaine de collections retrouvées en France métropolitaine, basée sur la morphologie d'objets en verre soufflé, leur décor et leur contexte de découverte, a été confrontée aux résultats d'analyses physico-chimiques réalisées par spectrométrie de masse. Cette méthode permet d'identifier les différentes recettes de fabrication et parfois de reconnaître l'origine géographique de la source de silice. Grâce à cette approche interdisciplinaire, il a été possible de reconstituer les grandes étapes de cette transition. L'apparition des cendres de plantes a été précédée au 7e, 8e siècle par une phase où le recyclage du verre a été pratiqué de manière plus intensive, les artisans verriers allant jusqu'à refondre des verres vieux de plusieurs siècles, tels que les tesselles de mosaïque antique. Puis sont apparus les premiers verres aux cendres de plantes forestières au cours de la seconde moitié du 8e siècle. Certains verres révèlent par ailleurs une composition mixte à base de natron et de cendres, illustrant certainement cette période où coexistent finalement les deux recettes. La détection du recyclage de scories vitreuses issues de la métallurgie du plomb et de l'argent est également symptomatique de cette période de transition pendant laquelle les artisans ont cherché et testé de nouveaux procédés en réponse à l'abandon du natron. Pendant ces quelques siècles autour de l'an 1000, les artisans verriers occidentaux se sont donc détachés progressivement des importations de verre brut proche-oriental pour produire eux-mêmes le verre et répondre à une demande qui n'a finalement jamais cessé. Il est ainsi apparu que la diversité, l'auto-organisation, l'apprentissage et la prise d'autonomie ont été autant de facteurs qui ont garanti la poursuite de l'artisanat du verre, qui ont abouti à son implantation en Europe occidentale et qui ont ouvert une nouvelle page de son histoire, une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui.